Je suis le sergent Ramsey. C'est moi qui vous ai appelé. Merci d'être venu. Je suis désolé de vous déranger. Nous avons reçu un signalement de trouble à votre domicile et des coups de feu ont été entendus. Votre mari, c'est bien Michael? Je suis désolé de vous annoncer ça. Il a été tué. Essayez de vous calmer. Là, maintenant, nous devons vous emmener au commissariat. Je ne peux pas vous laisser rester ici. Nous avons un travail à faire. Je veux le voir. Si vous voulez qu'on retrouve son meurtrier, j'ai besoin que vous vous calmiez. Vous allez devoir partir avec ces inspecteurs. Est-ce qu'il avait des ennemis? Y a-t-il quelqu'un qui aurait voulu lui faire du mal? Des témoins ont vu un homme de race noire partir en courant. Je ne peux pas vous laisser le voir, madame. Je veux le voir. Madame, je ne peux pas faire ça maintenant. Inspecteur Yopi, j'ai besoin que vous l'emmeniez au commissariat. Je ne peux pas. Je veux le voir. Je veux voir mon mari. Partez avec ces inspecteurs. Si vous voulez aider votre mari, vous devez aller au commissariat avec ces messieurs et nous dire tout ce que vous savez sur ses fréquentations. Ne vous inquiétez pas. On s'est déjà occupé des chiens avec la fourrière. Tout est sous contrôle. On s'occupe de tout le reste, d'accord? Merci les gars. Le 5 août 2009, à Boynton Beach, Floride, Michael DiPolito est retrouvé mort à son domicile. Il a été abattu de 2 balles dans la tête. Sa femme, Dahlia, 26 ans, était au sport quand c'est arrivé. Ils étaient mariés depuis 6 mois. Elle est emmenée au commissariat de Boynton Beach. Quand un homme est tué à son domicile, on commence par entendre les proches. L'épouse est la première sur la liste. La procédure veut que, vous étant l'épouse, nous devions vous informer de vos droits. Si vous ne comprenez pas l'un d'entre eux, dites-le moi, et je m'arrêterai pour vous l'expliquer. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire, je suis désolé pour votre perte. Je veux juste voir mon mari, s'il vous plaît. D'accord, ma belle. J'aime mon mari. Je veux le voir. Non, croyez-moi, vous ne voulez pas le voir. Je veux juste le voir. Croyez-moi, vous ne voulez pas. Voilà, vous avez le chronomètre? D'accord. Ça, c'est quelque chose que je dois vous faire signer également. Parce que nous allons filmer. Ça nous autorise à vous enregistrer. Vous voulez le lire? Je ne veux pas être filmé. Vous êtes déjà filmé. Ça fait partie de la procédure. C'est quoi ce numéro-là? C'est votre numéro de domicile. On l'a récupéré dans nos rapports. Et puis je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Dans ce genre d'affaires, les premières heures sont décisives. Ce que dit un témoin dans les minutes qui suivent un drame, avant que la peur ne remplace le choc, est souvent ce qu'il y a de plus révélateur. Ce qui se passe dans les premières minutes d'un interrogatoire est rarement ce que les gens imaginent. Il n'y a pas de confrontation immédiate, pas de pression, pas de piège tendu. Les inspecteurs posent des questions simples. Ils laissent parler. Et c'est précisément là que réside toute la subtilité de l'exercice. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un selon vous qui aurait voulu tuer votre mari? Mon mari est en liberté conditionnelle. Pour quelle raison? Fraude boursière. Fraude boursière? Depuis combien de temps il est en liberté conditionnelle? Liberté conditionnelle ou liberté surveillée? Il a fait de la prison? 2 ans de prison et 5 ans de liberté conditionnelle, bientôt 6. Et c'était pourquoi exactement? Il m'a expliqué que c'était une sorte de salle des marchés, où il prenait l'argent des gens. Je vois. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Même pas 1 an. C'est tragique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait voulu lui faire ça? Je disais justement aux officiers qu'on avait déjà eu des problèmes. Quel genre de problème? Il essayait de sortir de sa liberté conditionnelle. Et ça n'a été que des problèmes depuis le début. Les gens n'étaient pas contents qu'il s'en sorte parce qu'il y a beaucoup d'argent à rembourser. Quand vous dites « les gens », vous parlez de qui? Des gens qui étaient impliqués avec lui avant? Des gens qui étaient impliqués avec lui avant. Un peu de tout. C'était censé rester entre nous quand il sortirait de sa liberté conditionnelle. Mais il en a parlé à des amis, à certaines personnes. Et tout le monde finit par savoir. Il croise constamment des gars avec qui il était en liberté conditionnelle.
Il y a quelques jours, on en a croisé un. Et lui, c'est le crime organisé. On dirait que beaucoup de gars de Boca remontent par ici. Et on croise tout le temps, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de gars qui connaissent et tout ça. C'était beaucoup d'argent, 191 000 $ à rembourser. On allait s'en occuper, il avait l'argent pour régler sa liberté conditionnelle et tout le reste. Et puis je sais pas, quand lui il est allé en prison, certains gars, eux, n'y sont pas allés. Quand vous dites « allez », il est allé en prison? Oui, eux, ils ont quitté le pays. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ils traitaient avec ces gars-là parce qu'ils pensaient qu'ils leur devaient quelque chose. Je sais pas, un truc dans ce genre-là qu'il était en train de régler. L'argent qu'il était censé utiliser pour sa liberté conditionnelle. Il ne l'a pas utilisé pour ça. Il en a fait autre chose. Est-ce que vous connaissez ces personnes? Des noms, des adresses? Pour qu'on puisse les retrouver. On ne va pas vous impliquer. Les gars qui sont partis, je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Non. Vous ne les avez jamais rencontrés? Enfin, je connais le gars qu'on a croisé il y a quelques jours. Je connais certains noms, certaines familles. Ils ont fait les journaux, ces gars qui sont tous partis d'un coup. J'oublie quelle famille. Avec mon partenaire, on travaille uniquement sur les crimes majeurs. Les homicides, les agressions graves, les enlèvements, les fusillades impliquant la police. On ne travaille que sur ça. Donc, tout ce qui concerne l'argent et ses implications, c'est pas notre domaine. C'est pour ça que je vous pose la question. Si vous avez des noms, on peut les retrouver et voir ce qu'ils savent. Un autre groupe de gars, ils sont tous partis. Mais lui, il dit qu'il y en a un qui avait un problème. Je sais pas lequel, c'était avant qu'on se rencontre. Il a croisé un de ces gars et le gars pensait qu'il lui devait quelque chose. Mais ils sont partis. Mais lui, Pasquale, je sais pas s'il est parti ou pas. Je sais pas s'il est parti lui aussi. Mais ça s'est passé il y a 1 mois et demi. Ils ont tous été arrêtés à nouveau. L'État a repris l'affaire, ramené les charges. Pasquale, c'est son prénom ou son nom de famille? Je sais pas. C'est Pasquale ou Pasquale? Pasquale? Quand quelqu'un vient de vivre un choc traumatique, la mort brutale d'un proche, l'irruption soudaine de la violence dans un quotidien ordinaire, sa façon de raconter les événements suit un schéma particulier. Les détails arrivent dans le désordre, les émotions débordent et interrompent le récit. La chronologie se fragmente. Dalia D'Ippolito vient d'apprendre que son mari est mort. Elle est dans une salle d'interrogatoire depuis quelques minutes à peine. Et elle parle. Regardez comment elle parle. Revenons à sa mort. Je ne sais pas si vous savez, mais il a été abattu. Il a été abattu 2 fois. Et je veux que vous sachiez tout ça. Vous le saviez? Ils vous ont dit ça dehors? Pas exactement, je veux dire. Ils m'ont dit qu'il avait été abattu quand j'étais au sport. J'ai reçu un appel. Je n'ai pas entendu mon téléphone sonner. Que quelque chose s'était passé chez moi. Oui, apparemment votre mari a ouvert la porte. Et ils l'ont emmené à l'étage. Et dans la chambre. Mais il avait des caméras. Pourquoi il aurait ouvert la porte? Parce qu'il n'ouvre pas à des gens qu'il ne connaît pas. J'ai aucune idée. Je veux dire, la seule personne, comme son agent de probation, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aucune idée. Il n'aurait pas ouvert la porte. Peut-être qu'il connaît cette personne? Je ne savais pas que vous aviez des caméras. Parce que quand on est arrivé, certains de vos voisins ont entendu du bruit. On avait des caméras. La porte d'entrée a des caméras. Oh, c'est bien. Et la porte de derrière a des caméras. Mais elle n'enregistre pas. Elle n'enregistre pas. Personne ne le sait, mais elle n'enregistre pas. On a dit à tout le monde qu'elles enregistraient, mais elle n'enregistre pas. Parce qu'ils voulaient pas qu'on fasse un trou dans le garage. Quand les officiers sont arrivés, votre porte était grande ouverte. Ils sont entrés et ont regardé. Ils ont dit qu'il y avait 2 chiens dans la maison, dans une cage ou un enclos ou un truc comme ça. Et il a été retrouvé dans la chambre. Il a été abattu 2 fois dans la tête. Il n'aurait pas ouvert la porte à moins que ce soit quelqu'un qu'il connaît, parce qu'on n'ouvre à personne. Maintenant, vous devez comprendre. Moi, j'étais pas là non plus. On a d'autres gens là-bas. Donc peut-être que quelqu'un a forcé l'entrée ou quelque chose comme ça. Maintenant, vous savez que je vous ai informé de vos droits, n'est-ce pas? Oui, D'accord, le jeu est terminé.
D'accord. Il n'y a plus de jeu entre vous et moi. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Je veux savoir si vous connaissez ce type. Venez ici. Amenez ce type ici. Avancez. Avancez. Vous le connaissez, ce type? Non, Vous ne l'avez jamais vu avant? je ne l'ai jamais vue. Jamais. Vous la connaissez? Levez la tête et regardez-la. Je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce que vous faisiez en sortant de chez elle? Emmenez-le. Oh mon Dieu. Il est vivant. Viens ici, s'il te plaît. Viens. Oh, s'il te plaît, viens ici. Je ne peux pas. On ne peut pas réparer ça. Viens ici, s'il te plaît. Viens. Je ne peux pas. On ne peut pas réparer ça. Le 30 juillet 2009, Dalia D'Ippolito contacte un ancien petit ami, Mohamed Shihadeh. Elle lui demande de trouver quelqu'un capable de tuer son mari. Shihadeh accepte, ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Au lieu de ça, il conduit directement au commissariat de Boynton Beach et raconte tout aux inspecteurs. La police l'écoute, mais n'est pas sûre. Elle place une caméra cachée dans sa voiture et lui demande de revoir Dalia. Ce deuxième rendez-vous se passe dans un parking. Dalia remet à Shihadeh $1 200 en liquide. Une photo de Michael, une photo de leur maison. C'est à ce moment que la police comprend que ce n'est pas une menace en l'air. C'est une commande. Les inspecteurs auraient pu l'arrêter là. Ils avaient déjà assez, mais ils voulaient aller plus loin, capturer sa volonté exprimée directement, sans intermédiaire. Ils montent un second rendez-vous, cette fois avec un prétendu tueur qui sera l'un des leurs. On reste ici, c'est ça? Ouais, d'accord. Tu es jolie. Merci. T'as l'air un peu remonté. Ça va? Ouais, ça va. Toi? Non, moi ça va. Bon, première chose. 3000. Et ensuite, je fais mon truc. D'accord? Et ensuite, je vais te dire comment je vais le faire. Et exactement ce qui va être fait. D'accord? Et t'as des recommandations. Tu vois, ce que tu veux, ce que tu sais sur lui. Et c'est ton mari ou quoi? Petit ami? Ton mari? Non. Pour de vrai. Parce que le truc, c'est, tu vois, une fois cette discussion finie, mon téléphone, poubelle. D'accord. Tu ne pourras plus me joindre. Je veux juste m'assurer que, tu vois, c'est bien ce que tu veux. Non, d'accord. Tu es sûr de vouloir tuer ce mec? On est obligé de... Parce que... Vous savez, je préfère... Moi, enfin, vous savez, avec vous... D'accord. Ce regard vers le coin de la banquette arrière, elle ne sait pas exactement ce qu'elle y voit. Un petit trou, une imperfection dans le cuir, peut-être rien. Elle y reviendra pourtant 14 fois de plus avant de quitter cette voiture. Ce comportement a un nom. En psychologie cognitive, on l'appelle la vigilance situationnelle, la capacité du cerveau à détecter automatiquement les éléments anormaux dans un environnement, même quand l'attention consciente est dirigée ailleurs. C'est un mécanisme de survie. Le cerveau scanne en permanence. Et quand il trouve quelque chose qui ne colle pas, il y revient. Dalia a trouvé quelque chose qui ne colle pas. Mais voilà ce que Albert Bandura a documenté dans Moral Disengagement en 1999. Quand un individu s'est engagé suffisamment loin dans une décision, son cerveau développe un second mécanisme, celui de neutraliser les signaux d'alarme. Pas de les ignorer, de les minimiser activement, de les réinterpréter comme acceptables, parce que reculer à ce stade coûterait psychologiquement bien plus cher que d'avancer. Elle a déjà remis l'argent, elle a déjà donné la photo, elle a déjà choisi le jour. Le trou dans le cuir de la banquette, elle le voit, elle y revient, et à chaque fois, elle décide que ce n'est rien, 14 fois de plus. Et ce même processus se répétera 14 fois de plus. Je peux le faire d'ici mercredi si tu veux. Mais je dois faire mes recherches, tu vois? Je dois, tu vois, savoir exactement où se trouve l'endroit et comment en sortir, comment entrer et sortir. Je dois appeler les flics, signaler une fusillade pour voir combien de temps ils mettent à arriver sur place. Il y a beaucoup de trucs à faire, ça va me coûter beaucoup d'argent. Donc je dois acheter un téléphone pour le faire et ensuite le détruire après. Il y a beaucoup à faire. Je peux le faire mercredi matin. Mercredi matin à la maison, parce que je regardais les infos, il y a eu beaucoup de cambriolages dans ce secteur.
D'accord? C'est rien, c'est pas inhabituel que quelqu'un force l'entrée d'une maison. Ce sera comme si je forçais l'entrée d'une maison, tu vois? Je vais penser qu'il est au travail, boum, il est pas au travail, alors, tu vois, il prend 2 balles dans la tête. C'est tout. Tu vois, je prends 2, 3 trucs avec moi, je casse quelques fenêtres, je fais passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. C'est fini. Tu vois, entre maintenant et quand ce sera fait, tu vois, tu n'auras pas l'occasion de changer d'avis. Même si tu changes d'avis, je suis en train de te dire... Il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de genre, je suis sûr, genre, à 5000%. D'accord. Cette conversation a duré 23 minutes. Le policier qui se fait passer pour le tueur lui a offert 4 occasions de se retirer. Des moments où elle aurait pu dire non, prétendre que c'était une erreur, disparaître. Elle n'en a saisi aucune. Et puis, il y a eu cette phrase. 5000%. Pas 100, pas 1000, 5000. Ce chiffre n'est pas anodin. En psychologie du langage, la surenchère numérique est un marqueur de ce qu'on appelle le désengagement moral. Un concept documenté par Albert Bandura dans Moral Disengagement en 1999. Quand un individu a progressivement normalisé un acte qui devrait lui être moralement insupportable, il n'exprime plus de doute. Il exprime de la certitude, une certitude totale, absolue, chiffrée. Ce n'est pas de la folie, c'est le résultat d'un processus long et méthodique par lequel le cerveau a réinterprété chaque étape comme normale, acceptable, logique. Michael n'est plus son mari dans son esprit. Il est devenu un problème à résoudre. Cialdini, dans Influence en 1984, complète ce tableau. Chaque sortie refusée, chaque engagement pris, rend le suivant plus facile et le retour en arrière plus impossible. Elle a remis l'argent, elle a donné les détails, elle a fixé l'heure, elle a refusé chaque porte de sortie. À ce moment précis, dans cette voiture, dans ce parking, il n'y a plus de doute possible, ni pour elle, ni pour nous. Police, ouvrez votre porte. Je suis le sergent Sheridan de la police de Boynton Beach. Je peux vous parler? Oui, bien sûr. D'accord. Laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Vous devez venir avec moi au commissariat. Vous n'avez pas d'ennui. Votre femme a engagé quelqu'un pour vous tuer. Détendez-vous, calmez-vous, respirez profondément. Je veux que vous mettiez une chemise et que vous veniez avec moi au commissariat. Vous pouvez venir avec moi? Bien sûr. Bien, je vais venir. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Je ne sais pas quoi penser. C'est un peu bizarre. Je sais. Allons monter. Je suis un peu malade et j'ai eu une opération au dos. Elle est allée au sport à ma place. Je sais où elle est. Je veux dire, croyez-moi. Je sais où elle est. Allons monter. Je comprends que vous êtes sous le choc, mais vous comprenez ce que je vous dis? On n'a pas beaucoup de temps. Je suis le sergent Ramsey. C'est moi qui vous ai appelé. Merci d'être venu. Je suis désolé de vous déranger. Nous avons reçu un signalement de trouble à votre domicile et des coups de feu ont été entendus. Votre mari, c'est bien Michael? Je suis désolé de vous annoncer ça. Il a été tué. Essayez de vous calmer. Là, maintenant, nous devons vous emmener au commissariat. Je ne peux pas vous laisser rester ici. Nous avons un travail à faire. Je veux le voir. Si vous voulez qu'on retrouve son meurtrier, j'ai besoin que vous vous calmiez. Vous allez devoir partir avec ces inspecteurs. Est-ce qu'il avait des ennemis? Même salle, même femme, même interrogatoire. Mais cette fois, vous savez ce qu'elle a fait. Analysons. Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un, selon vous, qui aurait voulu tuer votre mari? Des gens qui étaient impliqués avec lui avant. Un peu de tout. C'était censé rester entre nous quand il sortirait de sa liberté conditionnelle. Mais il en a parlé à des amis, à certaines personnes. Et tout le monde finit par savoir. Il croise constamment des gars avec qui il était en liberté conditionnelle. Je sais pas s'il est parti lui aussi, mais ça s'est passé il y a 1 mois et demi. Ils ont tous été arrêtés à nouveau. L'État a repris l'affaire, ramené les charges. Pasquale, c'est son prénom ou son nom de famille? Je sais pas. C'est Pasquale ou Pasquale? Pasquale? Regardez ce qu'elle fait linguistiquement. Elle ne parle pas d'elle. Elle ne parle pas de Michael. Elle parle des autres. Pasquale, les gars en liberté conditionnelle, ceux qui ont fui le pays, les familles qui ont fait les journaux.
une avalanche de références externes. En 2003, Newman et ses collègues ont analysé des milliers de textes avec un logiciel d'analyse linguistique pour identifier les marqueurs du mensonge. Leur découverte est simple et redoutable. Les menteurs utilisent significativement moins de pronoms à la première personne du singulier. Ils parlent des circonstances, des autres, des événements extérieurs, tout sauf eux-mêmes, parce que parler de soi, c'est prendre de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est exactement ce que Dahlia cherche à éviter. Ce n'est pas du deuil, c'est de la redirection. L'argent qu'il était censé utiliser pour sa liberté conditionnelle. Il ne l'a pas utilisé pour ça. Il en a fait autre chose. Est-ce que vous connaissez ces personnes? Des noms, des adresses? Pour qu'on puisse les retrouver. Écoutez ce qu'elle fait avec cet argent. 191 000 $. Elle les présente comme une motivation pour les ennemis de Michael, des hommes qui lui en voulaient, des dettes non honorées, un mobile crédible pour un meurtre. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que c'est elle qui a volé cet argent. C'est elle qui a détourné les fonds que Michael destinait à rembourser sa liberté conditionnelle. Elle utilise sa propre fraude pour construire la crédibilité d'une menace externe. Bandura, dans Moral Disengagement, appelle ce mécanisme l'attribution de la faute. Pour désengager sa propre responsabilité morale, l'individu réinterprète les faits de façon à présenter la victime comme responsable de ce qui lui arrive. La victime a créé les conditions de sa propre mise en danger. Ce que Dahlia vient de faire est d'une précision chirurgicale. Elle retourne sa propre culpabilité contre sa victime. Elle fait de l'argent qu'elle a volé le mobile du crime qu'elle a commandité. La porte d'entrée a des caméras. Oh, c'est bien. Et la porte de derrière a des caméras. Mais elle n'enregistre pas. Elle n'enregistre pas. Personne ne le sait, mais elle n'enregistre pas. On a dit à tout le monde qu'elles enregistraient, mais elles n'enregistrent pas. Parce qu'ils voulaient pas qu'on fasse un trou dans le garage. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce récit. Pas une incohérence précise, pas une contradiction flagrante, quelque chose de plus subtil. Il est trop bien construit. Le psychologue Robert Abelson a développé la théorie des scripts cognitifs, des séquences comportementales préplanifiées que le cerveau active automatiquement dans des situations connues. Quand quelqu'un vit un vrai choc traumatique, son récit suit le chaos de l'émotion. Il est fragmenté, non linéaire, désorganisé. Le cerveau sous le choc ne produit pas de structure, il produit de la survie. Le récit de Dahlia suit un ordre parfait. Établir le contexte criminel de Michael, introduire des suspects crédibles, mentionner les montants d'argent, admettre ne pas connaître les noms précis pour paraître honnête, conclure sur l'implication possible du crime organisé. C'est un plan, il a été répété, probablement plusieurs fois. Le cerveau ne produit pas ce niveau d'organisation sous le choc d'un deuil. Il le produit quand il exécute un script préparé à l'avance. Elle va parler pendant 40 minutes dans cette salle. Elle va évoquer le crime organisé, les dettes impayées. Elle ne posera jamais une seule fois la question qu'une veuve pose en premier. Vous savez qui a fait ça? Le psychologue David Lykken a mis un nom sur ce phénomène, le Guilty Knowledge Effect, l'effet de connaissance coupable. Un sujet innocent confronté à un crime cherche des informations. Il pose des questions. Il veut comprendre ce qui s'est passé parce qu'il ne le sait pas. Un sujet coupable, lui, possède déjà toutes les informations pertinentes. Il n'a pas besoin de demander. Et son cerveau, inconsciemment, évite de demander ce qu'il est censé ne pas savoir, parce que la question trahirait qu'il connaît déjà la réponse. Dahlia sait qui a tué son mari. Donc, elle ne pose pas la question. Vous le connaissez, ce type? Non, Vous ne l'avez jamais vu avant? je ne l'ai jamais vu. Jamais. Vous la connaissez? Vous vous souvenez de cet homme. Il est entré menotté dans la salle d'interrogatoire, comme s'il venait d'être arrêté. En réalité, c'est le policier qui s'est fait passer pour le tueur lors du rendez-vous dans la voiture. Et puis vient la révélation. Son mari est vivant. Il est dans ce commissariat, et il a tout entendu depuis le début. Dahlia est emmenée en cellule. 15 minutes pour que la réalité s'installe. Puis 2 nouveaux inspecteurs entrent dans la salle. Ton différent. Approche différente. Ils veulent des aveux. Vous comprenez ce qui s'est passé aujourd'hui? Un peu. Maintenant, lentement, je comprends un peu mieux. Quelle est votre compréhension des choses? On m'a dit une chose.
Et maintenant, genre, lentement, tout ça, c'est genre, je sais pas. Je veux dire, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Vous savez que vous êtes arrêté aujourd'hui. Vous êtes en état d'arrestation. Cette partie, je comprends. D'accord. Vous savez pourquoi? Pas vraiment, non. Vous connaissez le chef d'accusation? Non. D'accord, allez-y et dites-lui l'accusation, Alvin. Vous êtes arrêté pour sollicitation de meurtre. Ce qui signifie que vous avez tenté d'engager quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre. En l'occurrence, votre mari, d'accord? C'est pour ça que vous êtes ici. Et c'est ce dont vous êtes accusé. Vous ne comprenez pas où? Non, je n'ai jamais fait ça. D'accord, mais c'est ce dont vous êtes accusé et on a beaucoup de preuves pour l'étayer, d'accord? Donc, vos droits en tête, on veut vous donner l'opportunité de faire un examen de conscience, peut-être, et de vous soulager, et de nous dire la vérité. C'est ce qu'on veut entendre. Je veux dire, ça fait quelques jours qu'on travaille là-dessus. Et on a beaucoup d'informations pour étayer notre accusation. Donc, vous savez, on ne sait pas quand vous nous mentez et tout ça. On veut juste entendre la vérité. Je veux dire, c'est fini. C'est terminé maintenant, vous savez, et c'est votre opportunité de nous dire la vérité. C'est tout ce qu'on veut entendre. Et on connaît la vérité. Donc, je sais que c'est dur de s'y engager. Mais c'est votre moment, vous savez. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je veux parler à mon mari. D'accord, vous ne pouvez pas parler à votre mari. Il n'est pas là maintenant. On l'a laissé rentrer chez lui. Il s'occupe de la maison et des chiens. Vous savez, tout est sur bande et c'est pas un bluff. On a toutes les conversations que vous avez eues jusqu'à ce point, d'accord? Donc, vous asseoir là et nier que vous n'avez rien fait, ça va pas aider. Chaque petite chose que vous avez faite depuis que ça a commencé, on y a été impliqué. Vous comprenez ça? Je veux juste rentrer à la maison. D'accord. Bah, malheureusement, vous ne rentrez pas chez vous, d'accord? Vous faites face à des charges sérieuses ici. Vous comprenez que vous avez tenté d'engager quelqu'un pour tuer votre mari? C'est aussi sérieux que ça. D'accord. Vous pouvez rester assise là et secouer la tête et nier, mais je vais vous dire maintenant. D'accord. Quand le jury et le juge voient cette vidéo de vous en train d'avoir cette conversation, de conclure un accord. D'accord? C'est là où vous en étiez. C'est pas une question de nier que c'était pas moi, je n'ai rien fait. Parce que la vidéo, l'audio, ça va pas mentir. D'accord? Et toutes les preuves qu'on a collectées tout au long de cette enquête. Vous avez l'air d'une idiote, là, à nier ça. Parce que, comme mon partenaire vient de dire, tout est sur bande, vidéo et audio. Je veux rentrer chez moi. Je sais, mais vous ne rentrez pas chez vous. Vous êtes arrêté, donc vous rentrez pas chez vous. Qu'est-ce que j'ai à faire pour rentrer à la maison? J'aimerais rentrer. Je sais, mais c'est impossible. Vous allez à la prison du comté de Palm Beach après ça. Vous pouvez pas rentrer chez vous. Vous êtes arrêté, c'est pas un jeu. Dans votre tête, c'est peut-être un petit jeu, mais c'est très très sérieux. Un meurtre, vous rigolez? Elle a nié jusqu'au bout. Emmenée en cellule, Dalia D'Ippolito a le droit à un appel téléphonique. À votre avis, qui va-t-elle appeler? Allô? Hé, c'est moi. Rien, Mike, tu peux venir, s'il te plaît. Dalia, écoute, je veux pas me battre avec toi. Honnêtement, je peux pas t'aider. Tu comprends pas ce qui vient de se passer? Ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Comment c'est possible? Je suis assise ici. C'est pas vrai, c'est pas possible. Tu me donnes même pas 2 minutes pour te parler. Mais c'est pas possible. Dalia, Ce qu'ils disent, c'est pas vrai. comment j'ai pu l'entendre et le voir? Écoute, j'ai entendu ce que t'as entendu. C'est pas vrai. J'ai entendu ce que t'as entendu et j'ai vu. Et comment c'est pas... Comment tu peux me dire ça? Bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dalia, je pourrais pas t'aider même si je voulais. Mike, s'il te plaît, j'ai besoin d'un avocat. Tu peux m'aider, s'il te plaît? C'est pas vrai. Ton frère était là, et je lui ai parlé, et il va aller parler à ta mère. Et je les ai déjà appelés pour toi, d'accord? C'est pas vrai.
Je sais pas, Dahlia. Sérieusement, comment tu expliques ce que j'ai vu et entendu? Mike, j'ai peu de temps pour parler. Toi, plus que personne, tu sais que c'est pas vrai. Donne-moi juste le temps de te parler. Quoi? Y a même rien à dire. Je l'ai vu, je l'ai entendu. J'ai vu ce que t'as vu et j'ai entendu ce que t'as entendu. Ok, bah quoi? Et putain, t'as dit que tu voulais me faire tuer. J'ai entendu ça. C'est quoi ton problème? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Comment tu peux croire ça? J'ai entendu ta voix. Comment tu peux croire ça? J'ai entendu ce que t'as entendu et c'est pas... Alors qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu toi dire « je suis ». J'ai entendu la bande, d'accord? J'ai entendu la bande et j'ai vu les photos et j'ai tout vu. Alors pourquoi t'aurais rencontré un gars dans un parking? Explique-moi ça. Je suis là au téléphone, je te dirai tout quand je te vois en personne. Je peux pas venir là-bas de toute façon. J'ai pas le droit d'y aller. C'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Ils te disent ça exprès. C'est pas vrai. Dahlia, je sais pas ce que tu pourrais me dire. Même si, faisons semblant que je dise « Oh, c'est tout bon ». Je peux pas. Ils t'inculpent. Tu comprends pas. Mike, j'ai rien fait. Je peux pas t'aider. Tu sais ce que je vais faire. Tu sais ce que je vais faire pour toi. Sérieusement. Quoi? Tu me signes la maison et j'aiderai ta mère. Énormément. Rends-moi ma maison. C'est tout. C'est tout, quoi. Je ferai envoyer les papiers d'une façon ou d'une autre. Tu me les signes et ensuite j'aiderai ta mère. Je signe rien. Je savais que tu signerais rien. Je savais que ça allait pas se passer comme ça. Donc je peux pas t'aider. C'est ça ce à quoi tu penses. Je suis assise ici et toi, tu penses à ma maison. Dahlia, t'as essayé de me faire tuer. Je viens de t'offrir de t'aider. Et encore une fois, t'as eu le culot de me dire non. Ce qui est hilarant vu ta situation et vu ce qui vient de se passer aujourd'hui. Je dois raccrocher, on me fait signe de poser le téléphone. Maintenant que vous savez tout, repassez mentalement les premières minutes de cette vidéo. Les larmes devant la maison, les suspects inventés, les caméras qui n'enregistraient pas, les chiens, le crack. Est-ce que vous voyez les signes? Probablement pas. Et c'est exactement le sujet de cette vidéo. Depuis des décennies, les chercheurs tentent d'identifier des signaux fiables permettant de détecter le mensonge. Des milliers d'études, des centaines de chercheurs, des laboratoires entiers consacrés à cette question. Le résultat est décevant. En 2006, Charles Bond et Bella DePaulo ont réalisé la plus grande méta-analyse jamais conduite sur la détection du mensonge. 206 études, plus de 24 000 participants. Leur conclusion est sans appel. Les êtres humains détectent le mensonge avec une précision de 54%. À peine mieux que le hasard. À peine mieux qu'une pièce de monnaie. Pire encore, les professionnels censés être formés à cette détection, policiers, juges, agents des services de renseignement, ne font pas significativement mieux que des personnes sans aucune formation. Ce que nous croyons être des signaux fiables, le regard fuyant, les hésitations, la nervosité, ne sont pas des marqueurs de mensonge, ce sont des marqueurs de stress. Et une personne innocente accusée à tort est souvent bien plus stressée qu'un menteur expérimenté. Paul Ekman, le chercheur qui a passé sa vie à cartographier les émotions humaines, appelle ça l'erreur d'Othello. Dans la pièce de Shakespeare, Othello interprète la détresse de Dédémone comme la preuve de sa culpabilité. Il se trompe, elle était innocente, et sa certitude d'avoir raison l'a conduit à commettre l'irréparable. Cette erreur n'est pas réservée aux personnages de fiction. Elle est documentée dans des milliers de faux aveux, obtenus sous pression, dans des dizaines de condamnations d'innocents sur la base de témoignages oculaires, dans des jurés qui ont condamné des personnes innocentes parce qu'elles ne semblaient pas assez dévastées. Alors voilà la vraie question que pose cette affaire. Pas « Dahlia d'Ippolito était-elle coupable ?» Les preuves sont accablantes et la réponse ne fait aucun doute. Mais qu'est-ce que vous auriez conclu si vous n'aviez pas eu la vidéo dans la voiture? Si vous n'aviez eu que l'interrogatoire? Que les larmes? Que le récit trop fluide? Que les caméras qui n'enregistraient pas? Auriez-vous conclu à la culpabilité ou à une veuve maladroite sous le choc?
C'est une question à laquelle il faut répondre honnêtement. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas toujours une vidéo dans une voiture. Parfois, il n'y a que des signaux. Et les signaux peuvent se tromper. Ce qui condamne Dalia D'Ippolito, c'est une caméra cachée dans un parking. Pas notre capacité à lire les gens. Et ça, c'est peut-être la leçon la plus importante de cette affaire.